Les deux victimes sont des hommes âgés de 64 ans et de 48 ans. Sont des pères, sont des conjoints, des grands-pères, des amis. Majeur dans les dernières minutes, opération policière du groupe tactique d'intervention à ce motel du boulevard Marseille. On sait que c'est quelqu'un pour lequel le service de police de Montréal est intervenu en lien avec des appels de santé mentale. Ça se fait juste pas. Il aurait juste pas dû sortir. Il y a une erreur quelque part. Je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi il a été libéré? Pourquoi il était capable d'être libre et de se procurer une arme à feu et d'être capable de tuer 3 personnes? Depuis le début de la semaine, la coroner Jeanne Kamel se penche donc sur cet horrible drame qui a coûté la vie à André Lemieux, Mohamed Belhaj et Alex Lévy-Crevier en août 2022. Et notre collègue Érika Aubin, journaliste au Journal de Montréal, a couvert les audiences cette semaine. Bonjour Érika. Bonjour. D'abord, on en sait plus un peu sur la séquence des événements de ces terribles 24 heures en août 2022. Oui, en effet, dans le fond, à la première journée de l'audience de l'enquête du coroner, on en a appris un petit peu plus sur les déplacements de M. Chaïk pendant sa cavale meurtrière. On a appris notamment que, dans le fond, le 3 août, il s'est rendu jusqu'à Toronto. Il s'est rendu au parc d'amusement Canada's Wonderland. Dans le fond, on le voit là, sur des caméras de surveillance. Il arrive, il se procure un billet. Il reste pour quelques minutes. Et ensuite, il se déplace dans un autre zoo à Toronto, toujours, où il a passé quelques heures avant de finalement revenir dans le coin dans le Grand Montréal pour faire, dans le fond, sa troisième victime, sa dernière victime à Laval, un jeune homme de 22 ans là, qui faisait de la planche à roulettes sur la rue. Tout ça avant qu'on vienne à le localiser dans un motel de Montréal. Il faut dire qu'il attendait les autorités. Il savait qu'il était coincé. C'est l'impression que les policiers ont eue, dans le fond, oui, qui les attendaient parce que quand le groupe d'intervention tactique est intervenu, dans le fond, ils ont défoncé la porte avec un bélier. La porte ne s'est pas ouverte au premier coup. Les policiers ont compris que c'est parce qu'il y avait une barricade de fait avec des chaises et des tables, une table notamment. Et au deuxième coup de bélier, la porte s'est finalement ouverte et rapidement, il a ouvert le feu en direction des policiers qui, eux, évidemment, ont répliqué. Et c'est à ce moment-là que le suspect a été abattu par les policiers et décédé sur place. Et là, on comprend qu'il y avait des armes dans sa chambre d'hôtel, dans sa voiture. On parle d'armes artisanales? Oui, dans le fond, après, évidemment, sa chambre de motel a été fouillée, ainsi que sa voiture. Il y a 2 pistolets de type Glock, des armes de poing qui ont été retrouvés, ainsi que 190 cartouches et 7 chargeurs prohibés, à capacité prohibée. Donc, toutes des armes dans lesquelles qu'il possédait. Ce qu'on comprend, dans le fond, cette semaine, il y a un expert en armes à feu qui est venu parler à l'enquête du coroner et il a expliqué que c'est vraiment des armes à feu artisanales, à fabrication artisanale. Ça veut dire que c'est quelqu'un chez eux qui a commandé, par exemple, des pièces sur Internet et qui a pu construire ces pistolets-là.
Les policiers ne sont pas certains de savoir comment il s'est procuré ces armes à feu, mais ils ont découvert dans ses appareils électroniques, donc son cellulaire, des captures d'écran de pièces d'armes à feu. Donc, ce qu'ils soupçonnent, c'est qu'il aurait pu faire venir ces pièces sur Internet et, dans le fond, fabriquer lui-même ces armes à feu pour s'en servir après pour commettre ces meurtres. Ça montre la simplicité de l'opération, effectivement. Et là, il y a l'état mental du tueur. Ça, c'est assez clair. Même sa famille ne comprenait pas pourquoi il était à l'extérieur, là. Il aurait dû être dans une institution. En effet, c'est un peu le cœur de l'enquête publique du coroner. L'état mental, on sait que ce jeune homme-là était connu pour ses troubles mentaux. Dans le fond, il était atteint de schizophrénie et il avait fait plusieurs séjours dans des institutions psychiatriques, notamment à l'Institut Pinel et dans un hôpital à Laval. Et la dernière fois qu'il a pu sortir, dans le fond, la dernière fois qu'il a été libéré de l'hôpital, c'est à l'été 2021. Et à ce moment-là, c'est son frère qui est venu témoigner, dans le fond, cette semaine à l'enquête publique. Et ce qu'il raconte, c'est que même la famille, les proches du suspect ne comprennent pas pourquoi il avait été libéré à ce moment-là, en 2021. C'est qu'il allait vraiment pas bien. Visiblement, là, ses proches se rendaient compte qu'il n'allait pas bien. Il parlait presque plus. Il y avait aussi pas... Ses parents, même sa famille, ont tout essayé pour s'occuper de lui, mais ils ne pouvaient rien faire pour lui. Son frère dit également qu'il y avait très peu de suivi, à l'exception des injections là, de médicaments qu'il recevait aux 3 mois. Il n'était pas vraiment accompagné. Donc, même eux se questionnent à savoir pourquoi on l'a laissé sortir. Et son frère estime que si on ne l'avait pas laissé sortir, ces événements-là, ce ne serait probablement pas produit. Oui, absolument. Ça montre encore une fois, pour une xème fois, l'impuissance des familles dans des dossiers comme ceux-là. Et puis, il y a un préposé également qui, dans un hôpital où il avait séjourné, qui en avait peur. En effet, un préposé est venu témoigner, lui, de ce qu'il a vécu, dans le fond, au moment où le suspect était à l'hôpital psychiatrique à Laval. Dans le fond, lui, ce qu'il raconte, c'est que le suspect le menaçait. Il lui demandait, il voulait savoir son nom de famille, notamment, puis il lui disait, il va se passer des choses à l'extérieur, tu vas voir, il va se passer des choses à l'extérieur. Il répétait souvent ça. Il le menaçait. Le préposé, dans le fond, a tenté de faire une plainte à la police. Il a appelé le 911, puis ce qu'on lui a dit au bout du fil, le préposé lui a dit, ben c'est un patient en psychiatrie, je peux rien faire pour toi si c'est des menaces voilées. Donc, lui, il retournait au travail et dans les jours qui ont suivi, les menaces ont continué. Puis, le préposé a carrément craqué. Il est allé voir son supérieur, son patron en pleurs parce qu'il en avait vraiment peur et on l'a changé de département. Puis, c'est comme ça que les menaces ont cessé. Ouais, chronique d'un drame annoncé. Quand on met tout ça ensemble, là, je sais que c'est pas terminé, cette enquête. On va suivre tes reportages dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, Erika, et ce serait bien de se reparler d'ici la fin de cette importante enquête du coroner. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous résumer tout ça. Merci à vous. Au revoir.